Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le premier lundi du mois de janvier 2021. Je vous souhaite par conséquent une excellente nouvelle année qui, je l'espère, sera meilleure que l'année précédente. Et voici le sommaire de ce journal. Nous irons à l'espace Léo Ferré pour recueillir les témoignages de personnes qui viennent de se faire tester après avoir passé les fêtes de fin d'année. Une façon de confirmer un doute ou de se rassurer face à la Covid-19. Notre premier invité fera avec nous le point sur la crise sanitaire à l'hôpital. Pour cela, nous serons avec le directeur du CHPG, Benoît de Sévelinges. En football, Monaco se déplacera pour sa première rencontre de 2021. Match comptant pour la 18e journée de Ligue 1, ce mercredi, 19h face à Lorient. Une année 2020 particulièrement chargée, bouleversée au Liban entre la Covid-19, le contexte économique et politique et la terrible explosion dans le port de Beyrouth en août dernier. Nous recevrons pour en parler l'administrateur de l'association des Amis du Liban, Lana Bouéry. Nous développerons tout cela dans ce journal. Les premiers vaccins ont été administrés jeudi dernier, nous vous en avons parlé. Bien sachez qu'une lettre informative a été adressée à tous les Monégasques et résidents de 75 ans et plus, les invitant, s'ils le souhaitent, à prendre contact pour se faire vacciner prochainement. En attendant, on continue de se faire tester lorsque l'on a un doute sur prise de rendez-vous et sans ordonnance. Je vous rappelle le numéro, le 92 05 55 00. Vanessa Dessy est justement allée recueillir des témoignages au centre de dépistage de l'espace Léo Ferré. Je fais partie des ballets de Monte-Carlo et on a été testé une fois par semaine. En prévention, Jean-Christophe Maillot a demandé de se faire tester tout le temps pour que ce soit le plus safe possible, quoi. J'ai été cas contact avec une personne positive, donc je refais un contrôle. Pour le moment, j'ai aucun symptôme, bon, mais je préfère vis-à-vis de tout le monde. C'est plutôt bien. Après, pourquoi ne pas le faire si c'est nécessaire et au moins on sait tous les jours où on en est. Cela fait partie maintenant de la procédure au CHPG quand on fait un examen sous anesthésie ou qu'on est hospitalisé. La procédure veut que 48 à 72 heures avant, on fasse un test PCR. J'ai été déclaré cas contact en fait. Donc, je travaille dans une banque à Monaco et donc un de mes collègues s'est avéré positif et donc du coup toute la salle a été, même si on porte les masques toute la journée, toute la salle a été testée finalement. Je suis un cas contact, voilà. Ma soeur qui a été testée positive et depuis, voilà, je suis en quarantaine et là c'est juste un contrôle pour reprendre le travail. Entre campagne de vaccination à venir et le dépistage, comme vous venez de le voir, va-t-on se sortir de cette crise sanitaire? D'autant que durant ces derniers jours, il y a eu une augmentation des cas positifs, notamment 26 cas le 30 décembre, 22 cas le soir du réveillon. Avec nous, ce soir, notre premier invité, le directeur du CHPG, Benoît de Sévelinges. Bonsoir. Bonsoir. Première question toute simple, quel est le bilan actuel? Alors, le bilan actuel, il n'est pas très bon. On a 11 patients qui sont hospitalisés en unité conventionnelle, 7 patients en réanimation et 4 patients qui sont hospitalisés dans d'autres services parce que pris en charge pour autre chose que le Covid. Ouais, on peut dire donc qu'il y a une recrudescence de cas ces derniers jours? Tout à fait. Il y a une accélération très nette des hospitalisations donc, qu'on attendait, mais qu'on attendait plus tard. Donc très honnêtement, on a pris en charge le problème dès ce matin, réunion d'une cellule de crise et on repart en organisation dégradée. C'est-à-dire que d'ici la fin de la semaine, l'orthopédie sera de nouveau transférée dans les locaux de l'IM2S, enfin d'ici la semaine prochaine pour être exact. Et on va installer des lits Covid sur toute la surface de l'orthopédie et dans le bloc d'orthopédie. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est de votre ressort, mais ça s'explique comment, selon vous? Alors, nous, on voit les cas positifs augmenter. Donc, à partir du moment où les tests positifs, le nombre de tests positifs augmente, on s'attendait à ça. Est-ce que ce sont les vacances? Est-ce que c'est un relâchement avant les fêtes? Les courses de Noël? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Nous, ce qu'on attendait réellement, c'était une recrudescence après les repas de Noël. Donc, 15 jours après Noël. D'accord. Et là, on voit que depuis la semaine dernière, ça s'est nettement accéléré. C'est-à-dire qu'on a hospitalisé 8 personnes en 6 jours. D'accord. Vous venez d'en parler à l'instant, mais par rapport aux capacités d'accueil de l'hôpital, la situation est inquiétante ou pas du tout? Non, on reste sur quelque chose de, comment dire, de géré. Parce qu'on a ces capacités d'augmentation de nos capacités d'hospitalisation Covid par la déprogrammation des autres spécialités.
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne souhaite pas déprogrammer les autres spécialités parce que tout le monde a besoin d'être soigné et pas seulement du Covid. Ah ouais. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des situations où on va déployer des heures supplémentaires, où le personnel de santé va être mis à l'épreuve parce qu'il va y avoir beaucoup de travail. Mais pour autant, nos capacités de prise en charge ne sont absolument pas remises en question et ne doivent pas inquiéter la population. Il y a eu, à mi-décembre, un cluster dans le service pédiatrique. On avait discuté ensemble à ce propos. Où en est-on ? Oh ben là, tout le monde est revenu au travail et il y a une personne de plus qui est malade actuellement. Mais les autres sont revenus. Il faut savoir que le personnel de santé, comme les gens, je dirais, de la vie civile, entre guillemets, se contaminent. Oui. Tout simplement. Donc c'est souvent à l'extérieur, c'est le plus souvent à l'extérieur. Là, effectivement, on avait un cas où on soupçonne une contamination en interne. Et encore une fois, c'était que pour partie du cluster, puisque sur les 11 personnes qui étaient positives, il n'y en avait que 6 qui avaient été en contact ensemble. D'accord. Mais ça fait partie des choses de la vie qu'on doit pouvoir gérer. Et la seule difficulté qu'on a particulièrement dans un hôpital, comme dans tous les OIV, c'est gérer l'absentéisme, tout simplement. Ça a changé votre façon de faire en interne? Il y a eu plus de tests ou vous les faisiez déjà avant? Alors, on les faisait déjà avant. Bien évidemment, ça a été l'occasion de faire des rappels très insistants. Donc, ça a été aussi l'occasion de rappeler. En termes de communication interne, vous voulez dire? Tout à fait, tout à fait. Ça doit servir de leçon, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que quelque chose comme ça fait partie des choses qui arrivent. C'est une maladie qui dure depuis une pandémie qui dure depuis le mois de mars. Évidemment qu'à un moment donné, on baisse la garde. Ça fait partie des choses normales de la vie. Pour autant, ça doit nous servir de leçon quand on s'inscrit dans un collectif et dans une organisation de travail. Donc, on a fait un certain nombre de rappels à ce sujet. Surtout le rappel de « attention, PCR négative n'est pas un blanc-seing ». Une PCR négative ne correspond pas forcément à l'absence de Covid ou de portage de Covid. Et donc voilà, c'est des bonnes pratiques qui se mettent en place. Maintenant, il faut continuer à se protéger. Là, la recrudescence qu'on voit aujourd'hui, on la gère. Mais il faut absolument que la population générale mette en œuvre les gestes barrières, mette en œuvre la distanciation sociale, ne se réunisse pas et surtout pas dans des endroits fermés avec un jour de pluie comme aujourd'hui, parce qu'ils sont forcément des vecteurs du virus. À partir du moment où on est vecteur du virus, si soi-même on n'est pas hospitalisé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas contaminer quelqu'un qui le sera. 2020 a été une année complexe au CHPG. Vous étiez en première ligne. Je voudrais que l'on fasse un retour sur cette année unique. Comment se porte le personnel du CHPG, le moral, notamment après presque un an de crise sanitaire? Eh bien, bien. Très bien même. Finalement, on a réussi, malgré cette pandémie, à mener quasiment tous nos projets à bien, dans les temps qui étaient impartis ou projetés, ou quelque peu après. Donc, on a le déploiement du dossier patient informatisé, on a l'ouverture du Cap Fleuri qui arrive, l'ouverture du service de psychiatrie pour adolescents. On a les équipements qui sont arrivés. Là, on vient de signer un marché pour 2 robots chirurgicaux qui seront là à la fin du trimestre. On va bientôt signer également un marché pour un nouvel IRM 3 Tesla. Donc on continue à avancer, on continue à travailler, on continue à essayer de se perfectionner. Et puis on vit avec le virus, parce que le vrai message, c'est celui-là, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec le virus, tout simplement. Oui, il y a eu une différence entre mars dernier, justement, où peut-être c'était l'inquiétude et puis l'ignorance, on ne savait pas trop ce que c'était, et maintenant où effectivement on vit avec. Il y a une différence au niveau du moral? Bien sûr. Alors, non seulement en mars, on ne savait pas ce que c'était, puis en mars, on n'avait pas de masque, on ne savait pas traiter les patients, donc on les voyait se dégrader rapidement. Aujourd'hui, la situation, elle est complètement différente. Être Covid, c'est quelque chose qu'on gère avec sérénité. En tout cas, du côté du personnel. Vous avez des personnes Covid un peu dans tous les services qui sont passés. Et pour autant, il n'y a pas eu de contamination du personnel, il n'y a pas eu d'aggravation des situations. On est dans une situation qui est complètement différente. Néanmoins, il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que la vaccination est arrivée et ça, on peut vraiment s'en féliciter. Là, cet après-midi, on va vacciner nos premiers résidents. On en est ravis parce qu'on sait qu'on va pouvoir les protéger grâce à ça. Mais ce n'est pas un absolu non plus et ce n'est pas pour tout de suite non plus. La vigilance, c'est le mot d'ordre, vous l'avez dit. Benoît de Sévelinges, merci d'avoir répondu. Merci à vous.
On passe sans plus tarder au premier point info qui sera sportif avec vous, Alexandra Pagny. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Effectivement, on débute avec du sport automobile. Le monégasque Daniel Elena et Sébastien Loeb retrouvent après 2 ans d'absence les routes exigeantes du Dakar. Cette année encore, le parcours se déroule en Arabie Saoudite. Ce lundi, les concurrents devaient relier Bicha à Wadia d'Awassir pour l'étape 2. Fin de l'édition 2021, le 15 janvier. On passe des dunes d'Arabie Saoudite au Pacifique Sud. Le terrible Cap Horn, tant redouté par les marins, est l'un des pics très attendus par contre des participants au Vendée Globe. Déjà franchi par les leaders de la course, Boris Herrmann partageait justement ses conditions de navigation un peu avant de passer les portes du Cap. On regarde. Sea state is actually moderate. It's okay. It's come down a bit. Ah, big wave. So. It's up. Oh, yeah. Always be ready, hein? On peut le voir, une météo exigeante dans le Grand Sud, des vents forts, une houle et une mer plus marquées dans le Pacifique. L'arrivée dans l'Atlantique sera peut-être bénéfique pour Herrmann avec des conditions qu'il connaît mieux. Et pour ceux qui sont restés ici en Principauté, vous nous proposez une activité sportive en famille ce dimanche. Oui, un peu moins de sensations fortes que du côté du Cap Horn au programme, mais une sortie en famille ou entre amis à 2 roues. Le quartier du Port Hercule sera partiellement fermé à la circulation de 10h à 17h. Vous pouvez venir avec votre propre vélo ou trottinette, mais aussi tester les vélos électriques proposés sur les stands présents. Sport toujours en football. Monaco se déplace à Lorient mercredi à 19h à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Frédéric Hélion vous présente les enjeux de ce premier match de 2021. Monaco n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs de 2020, des points laissés en route qui ont éloigné l'ASM du podium, avec désormais 8 unités de retard sur le Paris Saint-Germain, improbable 3e après 17 journées. Les joueurs de Niko Kovac espèrent démarrer l'année 2021 du bon pied et entamer une remontée au classement. Cela passe par un résultat Lorient, 18e, à égalité de points avec le dernier, Nîmes. The first 5 teams, I would say these are at the moment the best teams in Ligue 1. So we are at the moment 6. We have to fight. We must fight with 3, 4, 5 other teams to keep this position. At the moment we cannot watch to attack maybe the 5th or the 4th position. We must be clear in our heads. We must have reality, you know, and I believe in the quality of our players. So as I said before, when we reduce the small mistakes, we're able to win against all the opponents. Pour nous, la victoire, elle est impérative comme tous les matchs. Après, Lorient, je sais que ça va être une équipe qui va jouer pour sa survie entre guillemets. Donc pour eux, voilà, ils vont nous recevoir pour gagner ce match. Après nous, il faut qu'on soit sérieux, qu'on mette en place les principes qu'on a travaillé cette semaine, pardon. Et si on est sérieux et que chacun est à son niveau, on aura beaucoup de chances de l'emporter. Golovin et Lecomte sont de retour dans le groupe et s'entraînent depuis une semaine. Mais après leur longue absence, ils ne devraient pas débuter mercredi à Lorient. Lorient-Monaco ce mercredi 19h, donc à suivre. Les associations de la Principauté ont été sollicitées tout au long de l'année, voire malmenées par la crise sanitaire. Nous sommes avec l'administrateur de l'association des Amis du Liban, Lana Bouhéri. Bonsoir. Bonsoir. 2020, quelle année particulière? Qu'est-ce que vous allez retenir de cette année personnellement? Personnellement, c'est une année chargée en émotions, en changements, parce que la vie a changé, et beaucoup de compassion et d'amour. J'aurais voulu que l'on revienne, bien sûr, sur ce mardi 4 août et cette tragique explosion au Liban, à Beyrouth. Où en est-on après ce drame? Où en est la reconstruction? Ça avance doucement, mais sûrement. Le Liban essaie de reprendre ses marques, la population essaie de se relever. Mais les Libanais sont très forts, résilients. Tout va bien se passer.
Je le rappelle, hein, plus de 200 morts et 6500 blessés. Dès les premières heures de cette tragédie, vous êtes au sein de l'association retroussé les manches et vous avez agi. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Dès la soirée, dès le lendemain matin, on a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Un appel aux dons qui a fait écho auprès d'associations monégasques, la MAD, la Croix-Rouge monégasque, Monaco a des présences. D'autres associations ont rejoint plus tard, mais dès le début, on s'est lancé une récolte de dons. Des gens de Monaco, des communes limitrophes nous ont aidés. Puis on a lancé la récolte à Carrefour. Quelle aide vous avez apporté, vous, concrètement, au Liban après ces récoltes? Après ces récoltes, on a fait déjà 2 récoltes. La première, c'était des denrées non périssables, produits d'hygiène, aide médicale, médicaments pour l'armée et la Croix-Rouge libanaise. On a envoyé ces 2 premiers conteneurs dès les semaines qui ont suivi la récolte. On est parti en mission distribuer toute cette aide. Et puis en revenant, on a fait une seconde récolte qui, elle, était liée au mobilier, au linge de maison, aux vêtements, parce que la population s'est retrouvée sans rien du tout. Et à la suite de cette récolte, à nouveau, on a envoyé 3 conteneurs d'aide qui ont été réceptionnés en octobre. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur place, vous-même? Comme je disais, le Liban est un pays avec une population très résiliente, très forte. Cette explosion, ça a été à coup de massue, mais ça a aussi permis à la population du monde entier d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait malheureusement au Liban au niveau économique et social. Je voudrais que l'on parle des fêtes de fin d'année. Habituellement, vous organisez Noël pour tous, c'est une tradition. Hein. Cette année, ça n'a pas pu avoir lieu. Dû aux raisons et aux mesures sanitaires, ce n'est pas possible. Donc on a essayé de faire une action, car elle nous tient extrêmement à cœur à nous, à notre parrain Didier Deschamps et à notre marraine Safia Malki. Une action en premier temps au Liban, une distribution de 2000 cadeaux dans des familles, à travers l'association, des écoles, l'hôpital Rafik Hariri, aussi l'orphelinat des enfants de militaires. On a aussi fait des distributions de colis alimentaires que nous distribuons depuis plus d'1 an, mensuellement. Et on a fait une action ici à Nice, avec l'action sociale de Nice et la mairie de Nice. On a distribué plus de 100 cadeaux de Noël et 70 colis alimentaires aux familles dans le besoin. Alors je l'ai dit en introduction, la crise sanitaire a perturbé beaucoup d'associations. En quoi cette crise a perturbé les Amis du Liban? Qu'est-ce que ça a changé pour vous au niveau du travail quotidien? C'est devenu un peu compliqué d'aider parce qu'il y a des mesures sanitaires à prendre aussi sur le terrain. On ne peut plus être aussi proche des populations. Par exemple, une distribution qui nous tient particulièrement à cœur, c'est dans le service oncologique pédiatrique à l'hôpital Rafik Hariri que nous avons construit. Dû aux mesures sanitaires, on n'a pas pu y avoir accès. On ne peut pas rentrer chez les familles comme avant. Aussi, la crise économique, ça a fait que les gens sont encore plus demandeurs d'aide. Et ça a intensifié de 100% notre travail. On a 2 fois plus de colis alimentaires à distribuer par mois, 2 fois plus d'aide à donner aux familles. Et on espère qu'avec le temps, la population aura moins besoin de nous parce qu'elle arrivera à se relever, mais c'est compliqué. La suite, quels sont vos projets pour 2021? Quelles sont vos actions à venir? Alors, dans un premier temps, dans la région, on va créer un projet avec la mairie de Nice afin de distribuer 2 fois par mois de l'aide aux familles démunies. Nous allons également continuer nos distributions mensuelles au Liban de colis alimentaires dans les familles qui étaient déjà démunies avant l'explosion et celles qui ont été touchées gravement par cette explosion. Et en troisième temps, on va continuer notre projet parrainé et aider à scolariser des enfants libanais avec nos partenaires, la MAD et Monaco a des présences. Lana Bouheri, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Après une association caritative, Alexandra, nous vous retrouvons pour parler association culturelle cette fois. Effectivement, Fabien, tous les 2 ans, la direction des affaires culturelles organise au mois de juin le forum des associations culturelles à l'auditorium Régnier 3. Cette année, ce sera les 5 et 6 juin, mais sachez que si vous souhaitez faire partie des exposants, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 janvier. Les réponses seront traitées par ordre d'arrivée. Une idée de sortie pour mercredi. Oui, avec un hommage au célèbre compositeur Ennio Morricone, disparu il y a quelques mois. Le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'Ouest, les incorruptibles. Au programme de cette soirée, les plus belles musiques de films qu'il a écrites, interprétées par l'ensemble féminin Le Muse, accompagnées par la voix officielle du maestro, la soprano Susanna Rigacci. Une idée de sortie pour mercredi à 19 h au Théâtre des Variétés. Autre actualité, Alexandra, qui plaira aux philatélistes.
Fabien, si vous êtes collectionneur, sachez que l'Office des timbres procédera le 12 février à la mise en vente de 2 nouveaux timbres. Tout d'abord celui de l'édition 2021 du Rolex Monte Carlo Masters au tarif de 2,12 € et pour les moins sportifs, un timbre à l'effigie de la nivéole de Nice, cette plante aux petites fleurs blanches de la région considérée comme en danger d'extinction, sera mise en vente au tarif de 5 €. On passe aux prévisions météo. À quoi doit-on s'attendre ce mardi ? Je n'ai pas de bonnes nouvelles Fabien, on continue sur une journée plutôt morose demain avec beaucoup de pluie de prévu. Le ciel restera couvert sur l'ensemble de la journée. Les températures seront comprises entre 3 et 5 degrés. Nous fêterons les Édouards en ce 5 janvier. Merci Alexandra. Du moins 30, moins 40, moins 50 et plus, ce sont les remises qui sont affichées un peu partout dans les magasins de Monaco à l'occasion des soldes. Et ce sont les photos du jour prises par Manuel Vitali et Michael Alesi. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition ce mardi dès 19 h. À très bientôt. Au revoir.